Bonjour tout le monde, bienvenue au Piranha Podcast. Dans le fond, c'est un projet que j'ai parti avec mon collègue Francis Lavallière qui s'occupe des réseaux sociaux au centre sportif de l'ETS. Pourquoi on a fait ça? Dans le fond, c'était pour dans le fond, désennuyer les gens pendant le confinement, puis surtout aussi afin de connaître les étudiants athlètes un petit peu mieux. Je tiendrais à dire aussi que le Piranha Podcast, c'est un délicieux jeu de mots qui a été trouvé par un de nos invités aujourd'hui que je vais vous présenter par la suite. Juste pour dire que le podcast aussi, c'est quelque chose qu'on constate qu'il n'y a personne qui en a fait à date. Fait que, soyez indulgents, on fait ça vraiment pour le fun. J'espère que vous allez avoir aussi beaucoup de plaisir à la maison à écouter ça. On va essayer d'être le plus intéressant possible. Sinon, aujourd'hui, on va parler de sport. C'est un spécial golf qu'on fait. Donc, on va parler du parcours de nos étudiants athlètes aussi. On va avoir des anecdotes pour venir agrémenter la discussion. Fait que je vais présenter les invités sans plus tarder. Ils sont avec nous. On a Danny de Courval. On a aussi Vincent Moucci et Frédéric Burel. Fait que salut les gars, ça va bien? Salut, ça va bien toi? Oui, yes, ça va très bien, merci. J'aimerais ça commencer dans le fond par une petite bio pour que les gens ils vous connaissent, là, pour ceux qui ne vous ont jamais vu. Fait que Danny, dans le fond, toi, tu es un professionnel de golf, tu es aussi un prof de spinning, tu es le coach des Piranha Golf à l'ETS. Tu es aussi le gérant du centre sportif de l'ETS. Tu as gagné 5 championnats canadiens puis une Coupe du monde en ballon-ballet. Tu es aussi père de 3 enfants. Ma première question, quand est-ce que tu dors? Ah, écoute, c'est une bonne question. Là, ces temps-ci, c'est encore drôle. On est pas mal occupés, là, même si on est à distance. Mais non, j'ai toujours été pas mal actif. Puis je pense que c'est la façon de rester en santé puis de rester jeune. Fait que Oui, j'essaye. tout à fait. Alors, pour vous, c'est vraiment un beau parcours. Puis sinon aussi, Vincent Moucci, toi, tu faisais partie de l'équipe des Piranha Golf de 2011 à 2016. Tu étudiais à l'ETS en génie de la production automatisée, si je ne me trompe pas. Ouais. En 2013, tu faisais partie de l'équipe étoile du RSEQ. 2014, tu es parti pour le championnat canadien amateur. 2014-2015, tu as participé au championnat canadien universitaire. Tu as fait partie du Starting Five dans tous tes tournois. Tu as gagné combien de médailles, genre, au trophée? J'en ai pas gagné tant que ça, honnêtement. J'ai gagné un tournoi amateur. J'ai gagné 2 fois le championnat du club où est-ce que j'étais membre. Puis c'est à peu près ça. J'ai fini trop souvent dans le top 5 et non premier. OK. Quand même, quand même. Puis sinon, Fred, dans le fond, quand on s'est parlé, là, toi, tu fait partie de l'équipe là, depuis 2016 des Piranha Golf. Tu étudié aussi en génie construction à l'ETS. Là, tu me dis vraiment humblement, tantôt qu'on se parlait, que quand tu as commencé, tu n'étais pas le meilleur, mais que quand tu as commencé à prendre les entraînements plus au sérieux, tu es devenu quand même assez bon, mais tu es devenu vraiment bon une fois que tu as lâché l'équipe. Ouais, l'année passée, c'était écœurant. Je cassais le peur une couple de fois. J'étais à Vegas, j'ai joué des super bons golf, mais quand je suis retourné en septembre, c'était au bureau, pas à l'école. Fait que... je vais peut-être essayer là, si je suis capable là, de faire une maîtrise à l'automne pour continuer ma carrière golfique avec les Piranhas. Il me reste encore 1 an d'éligibilité. Et je pense que Coach Dan serait bien content. Ouais, c'est sûr que si tu gardes le même calibre là, que tu avais l'année passée, il devrait t'apprécier ton retour. Mais définitivement, même à sa dernière année universitaire, là, Fred, il a quand même connu des bonnes rondes de golf. Là. C'est un excellent golfeur, c'est un passionné. Fait que c'était juste avec le temps, avec l'acharnement, puis essayer de faire comprendre des concepts. Au début, il comprenait moins, mais à la fin, il les comprenait bien, puis on voyait que c'était vraiment amélioré. Ça a fini par rentrer finalement. Ouais, Mais mais oui, pour vrai, je me. Un petit peu trop tard, peut-être? Oui, ça, c'est sûr. Là. Ça aurait été le fun une couple d'années avant, là, mais... Mieux vaut tard que jamais. Exactement.
Ah oui, pour vrai, je me sens un peu en dehors, là, parce que là, on parle de golf. Moi, j'ai même jamais joué une game de toute ma vie, là. J'ai été tapé des balles 2 fois, puis les 2 fois que j'y été, j'ai failli tuer quelqu'un. Fait que s'il y a des concepts que je comprends pas, je poserai la question, là. Sinon, vous pouvez me corriger pareillement là, si jamais je dis n'importe quoi, là. Moi, la seule fois que j'avais été jouer, c'est à Trois-Rivières avec un de mes anciens collègues. Puis ça, on tapait des balles dans le fond pour le fun. Puis, je sais pas si vous avez déjà été à Trois-Rivières, mais il y a comme un grand filet à droite là, qui protège comme la rue où que le monde y arrive. Puis moi, toutes les fois que je tape ma balle je sais pas si on dit à slice, là, mais elle part tout le temps vers la droite. Puis là, moi, j'ai dit à mon chum de gars, j'ai dit là, on peut-tu se tasser comme à gauche? Parce que c'est sûr que je vais pogner quelqu'un qui s'en vient. Il dit, ah, faites-toi-en pas, le filet, il est ben trop haut, jamais que ça va passer au-dessus. Moi, confiance avec, genre, OK, il n'y a pas de problème, tu sais. Puis là, moi, les seules personnes que je connais au golf, c'est genre Happy Gilmore, puis l'autre là, qui joue au mini-pot, là, Carl Carmoni. Fait que tu sais, j'arrive pour frapper, je pogne un bois 1, puis là, je tape de toutes mes forces, la balle est partie, mais par-dessus le filet protecteur, il y avait un petit monsieur, genre peut-être 70 ans, qui s'en venait en vélo, puis la balle, elle s'en venait direct dessus, puis finalement, il a passé genre à 4 pouces de la face. Ça fait tard qu'il est tombé à terre. Lui, il est tombé de son vélo. Moi, j'ai juste galanché le bâton. J'ai sacré mon camp. C'était ça, ma carrière de golf. Ça, c'était à Kiwiteb, ça, le petit filet à droite, ça, à Trois-Rivières. Non, ben Kiwitem, ça c'est plus dans le nord, mais moi c'était le terrain de golf qui est comme entre les deux ponts. Oh, là, c'est peut-être à Danny. Il faudra le Et prendre. là là, Nous autres, c'était ouais. Kiwitab qu'on est allé. Il y a un filet à droite aussi. Il y a un filet à droite aussi. Moi, je frappais des snaps. Vraiment, il y avait un petit monsieur qui se promenait en vélo à tous les fois. Là. Il y avait une pote dans le front. Ah, c'est pas moi, je le jure. Hey, mais sinon, toi, Vincent, tu me disais que tu avais joué genre quelque chose comme tu jouais une centaine de jours par année avant de faire partie de l'équipe Ouais. des Piranhas. Ouais, moi, quand je rentrais à l'ETS, j'avais jamais fait un tournoi, en fait. Je pense que j'avais peut-être fait un tournoi là, quand j'étais très jeune, là, organisé par le Québec, si on veut. Là, en passé, j'avais jamais fait de tournoi. Là. Je rentrais à l'ETS. Soyons honnêtes, là, je ne mentirais pas. Là, je suis pas mal rentré à l'ETS pour jouer au golf plus que pour étudier, là, parce qu'à la base, ça ne me tentait pas pantoute d'aller à l'ETS. OK. Ça a vraiment été une bonne décision, là, je pense. Là. Donc, quand je suis rentré à l'ETS, premier tournoi, je suis arrivé. C'est la première fois que j'arrivais en tournoi. Je suis un petit peu naïf, peut-être. Là. Mais ouais, fait que c'est comme ça que ça a commencé. Là. J'étais vraiment quelqu'un, je ne pratiquais pas beaucoup. Là. J'arrivais au terrain, je jouais, mais je jouais tout le temps. Mon emploi dans le temps, là, l'été, me permettait. Là, je travaillais beaucoup de soirs, donc tous les matins, j'étais au terrain de golf. Là. J'habitais sur le terrain de golf aussi quand j'étais jeune, ça m'aidait. OK, quand même. Danny, t'en as pensé quoi de Vincent la première fois que tu l'as vu jouer? Écoute, Vincent, il est arrivé à l'ETS, je vais toujours m'en rappeler, il vient cogner à mon bureau dans la salle d'entraînement. Il dit salut, c'est toi le coach, ouais? Ah, ben, moi, je veux faire partie de l'équipe. OK. Tu joues où? Ben, je joue à Terrebonne. OK. Parfait. Ben, amène tes bâtons à GZ. Ah, OK. Ben, c'est parfait. On commence les pratiques. Il était prêt. Il s'en vient dans le gymnase, commence à frapper des balles, dit salut à tout le monde. Et ceux qui étaient là, ils étaient déjà en train de pratiquer. Là, il s'installe, il te swing ça, des wedges, toi, le bâton qui pointe quasiment sur le pied d'en avant. Non, je fais des farces. Vincent, il a vraiment un bon swing. Puis tout le long de sa carrière universitaire, on a essayé de travailler sur sa montée, d'essayer de restreindre ça, de l'envoyer moins loin pour avoir plus de contrôle. Tu sais, c'est de peaufiner quelque chose qui est déjà très bien. Là. Fait que c'était un work in progress, je dirais. Mais ce que je peux dire de Vincent, de tous les joueurs Piranha qu'il y a eu dans notre équipe, je ne sais pas si Vincent, c'était le meilleur swing de golf, le meilleur joueur, mais lui, dans sa tête, il était le meilleur. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Puis ça, c'est un avantage indéniable quand tu es un joueur de golf. Quand tu embarques sur le terrain puis que tu es convaincu que tu vas gagner, tu as un avantage sur les autres. Parce que même si les autres, ça se peut que techniquement soient meilleurs que toi, mais lui, dans sa tête, là, c'était tellement fort cet aspect-là de dire non, je vais gagner. Ça l'a amené, là, il a fait la première équipe d'étoiles du RSEQ.
La fois, tantôt tu parlais, là, Vincent, que tu as gagné à ton championnat du club, là, je me souviens pas par combien de coups tu avais gagné, mais il me semble que c'était par une marge de coups incroyable. 21 shots. Tu sais, 21 shots, c'est quelque chose d'exceptionnel. Là. Puis peu importe qui faisait partie de ce tournoi-là, il y avait toujours bien d'autres gars qui voulaient essayer de le gagner, là, ce championnat du club-là. Ils n'ont pas essayé fort. Non, effectivement. Mais non, ça, c'est ce qui a marqué le plus le passage de Vincent, là. C'est vraiment son désir de vaincre puis sa préparation mentale, là. Ça, j'ai absolument rien à dire. C'est un exemple, pour vrai, en tant qu'athlète. Ouais, je pense que la confiance, c'est la base de toute chose, là, surtout dans les sports. Là. Sinon, toi, Fred, comment tu as commencé à jouer au golf? Tu viens-tu d'une famille de golfeurs ou? Ouais, plus ou moins. J'ai commencé à jouer au golf beaucoup, là. Je jouais au hockey plus jeune, puis il y a un de mes amis dans l'équipe de hockey, il était membre à Laval-sur-le-Lac. C'est vraiment un beau terrain dans la région de Montréal. Fait que, il m'a invité à rentrer membre, puis je suis encore membre d'ailleurs aujourd'hui. Fait que quand je suis rentré là, j'ai commencé à jouer plus, puis à délaisser plus le hockey pour le golf. Mm-hmm. Puis quand je suis rentré à l'université, mon bon ami Phil Bachand, lui, il voulait rentrer dans l'équipe de golf. Fait que je l'ai suivi. On est allé faire les rondes de qualification au Country Club, le fameux Country Club de Saint-Lambert. C'est pas mal plus serré que Laval-sur-le-Lac. Puis, ouais, il était sacré une shot cette journée-là. Puis aussi, moi, on jouait. J'ai fait des tournois un peu plus jeunes, mais j'ai pris une pause de 2 ans là, entre recommencer les tournois universitaires et faire des tournois juniors. Puis dans cette période de 2 ans-là, on se donnait pas beaucoup de pas. Je veux dire, on potait pas beaucoup à 3-4 pieds. On la ramassait, puis on se la donnait. Fait que là, au Country Club, il fallait poter, puis je n'ai manqué plus que je pensais. C'est là que le processus a commencé. Aïe, aïe. Parce que des fois, tu en manques à 3 pieds, puis à 3 pieds, l'autre bord, lui aussi, il faut que tu le potes. C'est pas. Parlant de ton score, là, tu dis que tu n'étais pas très bon tout dans les débuts. J'ai entendu parler d'une anecdote là, en Géorgie. Apparemment que tu aimais bien ça, dormir sur un matelas gonflable. Oui, ça c'est vrai. On faisait la dernière année ou l'avant-dernière année, on avait des chalets à 3 lits. Donc, on était 4, puis il y en avait un qui fallait qu'il dorme sur un matelas gonflable. Puis on faisait des gageures pour savoir qui allait devoir dormir sur le matelas gonflable. Puis c'était toujours le pire score de la journée. Mais cette année-là, ça allait tellement mal que j'ai dormi tous les jours sur le matelas. Même une journée, je n'ai pas réussi. Mais Danny, je pense que tu avais compté de quoi de plus. Là, Ben non, c'est ça. Mais comme m'a dit Fred, bon, il l'avait peut-être un peu moins, puis en même temps, il faut être honnête, là, les autres gars qui étaient dans ton chalet, ils jouaient du gros golf, là. Fait qu'il était dur à battre, puis vers la fin de la semaine, là, Fred, il était courbaturé, là. Il avait dormi sur le matelas gonflable à tous les jours. Puis, dans notre setup de foursome, ce jour-là, il tombe avec Charles-André et moi-même. On est les 2 entraîneurs de l'équipe à cette époque-là. Puis, on part la ronde. Puis là, à un moment donné, il nous dit, écoute, là, les gars, il dit, moi, je suis plus capable de dormir sur le matelas gonflable. J'ai mal au dos, puis ça. On peut-tu tricher un peu sur mon score? Dire aux autres que j'ai joué un meilleur score que je vais avoir joué pour vrai. Fait que là, on dit, écoute, on peut le faire, mais tu sais, quand même, les autres gars, ils sont autour, là, ils vont voir quand même. Tu sais, on ne pourra pas dire que tu as joué en dessous de la normale, là. Fait qu'on s'entend sur un score, on dit 78, là, ça, moi, je suis à l'aise avec ça. Fait qu'on dit tout, c'est beau, Fred, tu joues 78. Fait qu'il rentre au clubhouse, puis il s'en va voir les autres gars, puis il est pimpant parce que là, il sait qu'il ne dormira pas sur le matelas gonflable. Puis il dit à Phil Sauvageau, il dit, hey, comment t'as joué? Fait que Phil, il dit 73. Ouf. Ouais, OK. Phil Bachand, toi, combien t'as joué? 75. Oh, Pelay. Mais là, il reste Xavier, puis à cette époque-là, Xavier, c'était le moins fort des 3, tu sais. Fait que dis-toi, Xavier, combien t'as joué? Xavier dit 77.
Fait que malgré la triche, il se trouvait encore à dormir sur le matelas gonflable, pauvre Fred. Mais s'il avait mal tombé dans un chalet, là, s'il avait dormi avec d'autres, là, clairement, il y aurait eu un lit cette semaine-là. Mais c'était tes 3 chums, ça. Hein? C'était, quand vous étiez dans l'équipe, là, vous étiez pas mal indissociable. Je m'en suis servi de me venger un peu. Des fois, je leur gonflais au beau milieu de la nuit. La pompe les réveillait. Eux autres aussi, ils étaient fatigués le lendemain matin. Ils t'ont laissé dormir dessus même la dernière journée. T'as pas pu avoir de passe-droit ou... Non, il n'y a pas de passe-droit avec ces gars-là. T'en laisses pas. Hey, vas-y. Si je peux me permettre, là, c'est parce que là, pendant que j'y pense, là, j'en ai une autre anecdote avec Fred. Tu sais, Fred, en Georgie, c'est un bout en train, là, ce Fred-là. Mais, tu sais, il est sérieux. Puis quand les gars, ils jouaient, là, ils jouaient sérieusement, entre autres, à cause de ça, de la gageuse du matelas gonflable. Et puis, à un moment donné, au trou numéro 17, 17, c'est le 8. Ils ont changé la rotation des parcours. Ceux qui sont habitués, quand on joue au Creek, le trou numéro 8, c'est celui qui précède le par 5 numéro 9. C'est exact, Vincent et Fred? Oui. Et puis, Fred frappe sa balle et puis il attire une petite affaire à droite. Mais là, à droite, tu peux pas manquer. Là. Écoute, la balle, quand elle tombe là, elle déboule, puis elle roule, puis elle se rend sur le bord de la forêt, puis t'as pas de shot, puis tu te rends au vert. Sauf que dans la trajectoire de où il s'en va jouer, le trou numéro 7, donc le trou précédent, le coup de départ s'en vient en direction de ça, mais étant donné que c'est un trou coudé, un dogleg qui tourne à droite, si tu manques ton coup, ta balle, elle passe tout droit, puis elle s'en va dans le 8. Je sais où tu t'en vas. Ah, c'est ça. Ben, écoute, Fred, tu veux-tu continuer la poursuite de cette anecdote-là d'abord? Oui, j'ai pas de problème avec ça. On arrive, puis là, évidemment, c'est pas une bonne journée de golf. Là. Je commence à fumer un peu. Là. Je suis pas bien content, ça va mal, mes gageurs. Là. On est rendu juste au 8, je le sais déjà, je vais dormir sur le matelas gonflable. J'ai mal dans le dos, là, c'est comme... Fait que là, j'arrive là, puis là, je vois une balle. À peu près, là, quand je suis rendu à 50 pieds. Fait que là, je suis comme, oh, j'ai pogné un bon kick. Puis là, j'arrive là, la balle, c'est pas la mienne. Fait que là, je suis en crise. Je pogne la balle, je la garoche au fin fond du bois avec mon bois 5. Et là, j'entends le gars en arrière qui jouait sur le trou numéro 7 me dire Was that a Max Fly? Et là, oui, c'était une Max Fly. C'est ça que j'ai su, c'était pas la mienne. Et là, je dis Non, un Titleist. Là, il y avait Jérémy Parisien, l'autre bord, qui rit dans sa barbe. Puis là, il arrive et dit On sait très bien que tu viens de sacrer sa balle dans le bois. C'est parce qu'il avait réagi vraiment vite quand l'autre golfeur il avait dit Was that a Max Fly? Écoute, il n'a même pas pris le temps de penser. C'était vraiment la balle du gars, mais tout de suite, du tac au tac, il dit Non, it was a Titleist. Là, il est resté bien calme, il n'y a pas personne qui a rien dit. Le gars, il n'y avait pas grand-chose de la rechercher de toute façon. J'étais confiant dans mon anecdote. Pour moi, il n'a pas cherché sa balle dans le bois pendant 3 heures. Aucun doute qu'elle n'allait sûrement pas trouver. Là. Ah non, clairement pas. Ça, tantôt, je parlais de... Moi, quand j'avais joué à Trois-Rivières, je pense, Vincent, t'avais eu... Moi, je savais même pas qu'on peut avoir des pénalités au golf. T'avais eu une pénalité, genre, en jouant à Trois-Rivières, ça se peut-tu? Ah boy, c'est quoi ça, déjà? Hey, moi, celle-là, je m'en rappelle. Ouais, ça, c'était une bonne. Ah oui! Au 18, ça, hein? C'était quoi, déjà? Oui, monsieur. Oui, monsieur. À 4 trappes à gauche? Ouais. Vincent, il frappe son deuxième coup. C'est un par 4. Il me semble que c'est ça, hein? C'est un par 4. Oui, c'est un par 4, il y avait la trappe à gauche. Manque le green, tu tombes dans la trappe à gauche. Là, écoute, faut que tu sois un peu connaisseur au golf parce que là, il a demandé à pouvoir lever la balle
dans la trappe de sable. Non, c'est pas ça. C'est l'arbitre est venu te voir, puis il dit tu as le droit de la lever parce que c'est un waste bunker. Oui. Et puis. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, ça veut dire quoi, ça? Non, c'est ça. Je me reprends. En fait, c'est une place où c'est comme une zone qui est jouable. C'est pas une trappe de sable. Il peut y avoir du sable, mais il peut y avoir du gazon. OK? Vincent, il frappe sa balle, puis il la frappe derrière le verre. Puis ça, c'était son 3e coup. L'arbitre vient le voir, il dit « Remets une autre balle. Redrop une autre balle de où tu es parce que où tu l'as frappé, la balle ne te retrouvera pas. » Vincent, il dit « Ben non. » Il dit « On a joué à ronde de pratique. » Il dit « Je le sais que je suis capable de la retrouver en arrière. » L'arbitre, il dit « Non, remets une autre balle, puis tu iras la voir après. » Fait que Vincent, il pogne la balle, puis il en drop une. Ben, l'arbitre, il le regarde, il dit « Ah, il dit, t'as pas dit que c'était une provisoire, fait que c'est elle qui est en jeu présentement. » L'autre balle, on l'a retrouvée. Mais il était pris pour jouer celle qu'il venait de mettre, tu sais. Mais c'était vraiment l'officiel que je pense que vu que Vincent s'ostinait un peu avec la possibilité de trouver l'autre balle, il a fait déposer une autre balle, une balle qu'on aurait dû annoncer provisoire. Il l'a pas annoncé. Pour... Quand tu déposes une balle, il faut vraiment que tu dises une balle, tu identifies ta balle, tu dis, exemple, Titleist 3, balle provisoire, puis tu drops ta balle. Mais là, j'étais comme. J'étais comme pareil comme Burel au 8 tantôt au Creek, là, mettons. Là. Après avoir fait ça à la balle. Puis, disons que le mot provisoire, il n'est pas sorti. Là. Il y avait d'autres mots, mais pas provisoire. Lui, on dirait qu'il n'existait plus dans ce temps-là. Ben, moi, j'ai eu une couple de bonnes anecdotes là, avec, en fait, surtout une bonne avec un officiel. Je cherche ma balle, puis on est sur le bord du bois, du rough. Là, l'arbitre vient, il nous aide. Puis, le gars de l'UQTR trouve ma balle. Moi, lui dire, est ici. Il pointait, il la ramasse dans ses mains. Il dit, ah, il est ici. Il monte la balle avec le logo des Piranhas. Là, moi, je lui ai laissé une chance. Je ne voulais pas y coller une shot, là, parce qu'il venait quand même de trouver ma balle et de me sauver 2 coups. Mais avec l'arbitre qui était là, l'arbitre dit, ouais, tu touches sa balle, là, ça va te faire 2 coups de pénalité. Des fois, c'est pas putain. Entre 98 et 100, ça n'a pas changé. Ça change pas grand-chose, hein? Ah non, parce que c'est ça pour... peut-être Kevin, là, selon les règles, là, quand la balle est au sol, là, habituellement, tu peux jamais y toucher. Là. Puis encore moins si c'est pas la tienne. T'as pas d'affaire à ramasser une balle dans tes mains. Puis, fait que, c'est certain là, que ça vaut des punitions. Là. Non, mais j'étais chanceux parce que quand je l'ai laissé tomber, j'ai eu un bon live. Elle était sûrement bien enfouie pour qu'on la trouve pas. Finalement, ça allait bien. Hey, tantôt... C'est pour ça sur le green, pour pas... non, vas-y. Tu disais sur le green. Je veux dire, c'est pour ça sur le green, dans le fond, c'est le seul moment où tu peux enlever ta balle, ils mettent comme une pièce de monnaie pour que l'autre puisse jouer, mettons, pour être dans sa trajectoire. Mais mettons, sur un terrain, est-ce qu'ils font la même chose ou c'est juste sur le green? Tu peux demander de la marquer, oui, effectivement, là, mais pas n'importe quand. Là, mais tu peux effectivement demander de la marquer. Là, par exemple, si exemple, dans le fairway, puis les 2 balles sont vraiment, vraiment collées, tu peux aller la marquer. Là, Dan, arrête-moi si j'ai tort, là, mais je suis à peu près sûr. Là. Exemple, tu prends ta balle, puis il faut que tu la tiennes dans la même position, puis il faut que tu la redéposes exactement à la même place. Tu ne peux pas laver ta balle, tu ne peux pas rien faire. Il faut vraiment que tu la déposes. Ça peut être dans le rough, dans le sable, dans le fairway, peu importe c'est où, mais il faut vraiment, tu sais, c'est niaiseux, là, tu prends ta balle comme ça, tu la tiens comme ça, tu attends, puis tu la redéposes exactement pareil comme qu'elle était. C'est pas comme sur un green que là, tu peux laver ta balle, blablabla. Non, c'est ça. Ça, c'est une règle particulière. Ça n'arrive pas souvent là, qu'on va lever la balle quand c'est selon les règles d'été. Là. Parce que les règles d'été, c'est que tu ne touches pas ta balle nulle part.
Souvent, dans nos tournois, par contre, on va jouer les règles, ce qu'on appelle les règles d'hiver. C'est quoi ça, les règles d'hiver? C'est que là, dans la partie où que le gazon est coupé court, là, tu as le droit de la marquer. Fait que là, tu as le droit de la marquer, de la nettoyer. Mais pourquoi on fait ça? C'est parce qu'au Québec, en début et en fin d'année, souvent, les terrains sont plus maganés, soit par l'eau, le gel, tout ça. Fait que quand tu frappes ta balle et qu'elle est pleine de bouettes, ben, c'est un avantage. Quand tu es dans la partie coupée court, tu la marques. T'sais. Mais sinon, tu ne touches jamais à ça. Exact. Sinon, toi, Danny, ta passion pour le golf, ça vient d'où? Là? Tantôt, on parle des gars, mais toi, en étant coach, tu as dû commencer quand même assez jeune aussi. Écoute, moi, pour vrai, je peux pas dire, je suis pas un passionné de golf comme Vincent puis Fred. Puis quand j'étais plus jeune, j'ai commencé à travailler au club de golf à Brossard. Puis c'était ma job d'été, je ramassais les balles là-bas. Puis à un moment donné, mon boss, là, un vieux pro, là, un pro de la vieille école, là, il m'avait vu soigner, puis il m'avait dit écoute, tu as tout un potentiel, mais tu ne soignes pas du bon bord, parce que j'étais gaucher. Okay. Puis là, il a commencé à me parler de ça, puis je voyais la possibilité, si tu veux, de devenir pro de golf. Puis là, je ne sais pas, dans cet été-là, là, c'est comme devenu un objectif. Je voulais devenir pro. Puis là, je jouais de la gauche. Fait que, de un, il a fallu que je change de bord parce que lui, il était convaincu que j'étais meilleur de la droite. Fait que j'ai changé de bord, j'ai frappé des balles, j'ai pratiqué, ça n'avait aucun sens. Ça m'a pris 5 ans. Là, j'essayais de passer ma carte de pro, mais je la manquais tout le temps. À tous les ans, je l'essayais, je manquais mon coup, je retournais l'année d'après. En tout cas, c'était un entêtement, puis finalement, je l'ai eu, 5 ans après. J'ai jamais été capable de changer de bord sur le potting, par contre. Ça, je pote encore de la gauche. Mais, tu sais, c'était plus... Tu devrais peut-être changer de bord sur le chipping, peut-être. Pouf! En dessous de la ceinture. Oui, mais ça c'était une autre affaire. Ça, Kevin, très humblement, j'ai pogné le yip, moi, sur le chipping. Alors, qu'est-ce que c'est que le yip? Puis pour vrai, c'est un terme qui est inventé à cause du golf, okay. mais qui a été développé dans d'autres sports. Exemple, au basket, il y en a qui ont pogné le yip à faire des lancers francs. Au golf, ça arrive fréquemment, puis c'est comme une dysfonction de ton cerveau versus l'action que tu as à produire en relation avec les attentes que tu as. OK? Où est-ce qu'on s'en va avec ça? C'est un problème psychologique, grosso modo. Okay. Fait qu'eux autres, c'est quoi qu'ils font mention? C'est que j'ai développé le yip sur les coups d'approche. Fait que quand la balle est en bordure du verre, si on s'en va pratiquer, il n'y a pas de problème, je suis capable de faire des bons coups d'approche. Mais aussitôt que tu me gages un orangeade, là, là, ça devient très, très compliqué. Puis les mêmes partent, puis en tout cas, ça s'est amélioré. Et puis, comme tout problème psychologique, quand tu commences à en parler, déjà, tu commences à régler ton problème. Alors, je le fais publiquement aujourd'hui. J'espère que dès cet après-midi, je vais être meilleur sur le chipping par la suite. Non, mais on rit bien de ça, mais j'ai Fred Burel, il en a sûrement entendu parler, même toi, Dan aussi. Là, j'ai eu la même chose, moi, sur mon driver lors d'un voyage entre amis. C'est un bon moment là, pour avoir ça. Là, quand tu allé à Myrtle avec la gang de l'ETS il y a 2 ans, là, moi, c'était sur le driver. Là, Danny, c'est sur le chipping, mais écoute, tu peux pogner ça sur n'importe quel bâton. Là. C'est pas compliqué. Je montais mon swing, puis rendu en haut, je n'étais pas capable de descendre. Je montais en haut, puis je bloquais là. C'était psychologique, je n'étais plus capable de descendre. Mais Danny dit que ça fait du bien d'en parler, sauf que quand tu es en voyage entre amis, tu n'es pas chez le psychologue, ça, non, les autres, ils ne veulent pas le régler, ton problème, ils sont bien contents parce que... Exactement, mais là, c'est plate. C'est plate parce que, tu sais, comme Danny dit tantôt, mon désir de gagner, même si ça ne change rien, là, je voulais gagner pareil, puis c'est plate qu'il n'y ait pas des amis de l'équipe avec nous autres parce que
Là, j'aurais pu les écœurer un peu parce que malgré que je drivais tout croche avec mon driver, je les battais pareil. Fait que ça, c'était quand même bien intéressant. Mais dans le fond, c'est juste parce que tu te mets trop de pression, dans le fond, Ben là, tu sais, ça, c'était un voyage comme au mois de mars. Non, c'est parce que, en tout cas, je n'étais pas capable. C'est niaiseux, exemple. Avec mon driver, je le faisais, puis avec mon bois 3, je le faisais pas. Fait que là, c'est vraiment, avec le driver, ça... Moi, je les ai eus sur le potting, là. Depuis, il faut que je potte des 3 pieds, là. Quand j'arrive je suis capable de faire un pot de 10-15 pieds, là. Je suis plus confiant qu'à 3 pieds, parce qu'à 3 pieds, on dirait, j'ai peur que si je demande que c'est problématique, fait que les poignes me partent, là. Puis... La plupart du temps, je pense que c'est souvent sur les petits coups roulés. Là. Même on l'a vu à la télé là, plusieurs fois, là, des pros à télé qui l'ont eu. C'est pas toujours drôle. Là, fait que, c'est vraiment les cours roulés souvent que ça arrive dessus. Là. Ouais, quand tu arrives dans la grosse précision. Il y a un vieux pro, là, Curtis Strange, a gagné le Master. Je pense 2 ans après, il a développé le YIP. Il n'a plus jamais été capable de jouer. Il avait gagné le Master. Là. Non. Quand ça arrive à différents niveaux. Là. Mais, tu sais, là, pour poursuivre un peu, là, après que j'ai réussi ma carte de pro, justement, j'ai commencé à donner des cours au club de golf à Brossard. Puis d'ailleurs, j'en ai eu des clients, là, sans exagérer, dans une trappe de sable, il n'était pas capable de redescendre le bâton vers la balle. Le bâton était pris dans les airs. Et voyons. Puis là, ben, t'as beau lui dire, écoute, il n'y a rien qui va se passer, là. C'est plus fort qu'eux. Là, le bâton reste pris, puis finalement, c'est un coup saccadé qui frappe la balle, tu sais. C'est vraiment quelque chose, là. Puis là, mais mettons, t'enlèves la balle, il est capable de donner des coups dans le sable? Oui. OK, ça n'a pas rapport avec le sable. Non, exact. Plus que ça, dans une trappe de pratique, tu sais, à côté des terrains, là, il y a le verre de pratique, mais souvent, il va y avoir une trappe pour pratiquer, là. Ouais. Ben, ces gens-là, souvent, ils sont capables de le faire dans la pratique. Tu arrives sur le terrain, puis là, wow, là, ça marche plus, là. Ah ouais, c'est normal bizarre. Fait que, non, c'est quelque chose... on souhaite pas ça à personne, mais des choses qui arrivent. Puis finalement, ton boss, tu parlais, c'est un ancien joueur de golf, le vétéran. C'est lui que tu évoques souvent là, en réunion quand tu parles de ton ancien boss là, que tu as influencé beaucoup. Ben oui, effectivement. Tu sais, Jean-Guy Dumont, c'est le professionnel au club. Je pense qu'il était pro là pendant 40 ans. Puis Vincent, toi, tu étais membre au Boisé. Puis c'était un peu le même genre de pro. Toi, c'était Claude qui était là. Claude Tremblay. Puis, je m'en allais justement dire quelque chose là-dessus, là, sur Claude Tremblay, mais vas-y, je vais te laisser finir. C'est ça, c'est... Tu sais, à cette époque-là, là, être pro de golf, là, moi, il fallait que je rentre travailler toujours, il fallait que je sois rasé, il fallait que mes souliers soient propres. Si j'arrivais après 7h30 le matin, il nous regardait et il disait hey, bon après-midi, Dan. Fait que, tu sais, c'était comme, il fallait que tu sois un work alcoolique. Fallait que, je me rappelle, on avait un pic. Tu sais, dans ce temps-là, là, on n'avait pas de cellulaire. C'est workaholic parce que work alcoolique, ouais, c'est ça. Ça va te faire perdre ta job. Là, embarque pas là-dedans, là, il va falloir qu'on ferme les caméras. Aïe, ouais, c'est ça, mais je pense que tu as compris ce que je voulais dire. Hey, pour revenir, non, c'est ça, on avait un pic. Dans ce temps-là, on prenait les messages à la main, OK? Fait que là, la préposée à la boutique, elle prenait le message, puis elle marquait en haut du message, ce message-là, c'est pour Danny, puis elle le déchirait sur le papier, puis elle mettait ça sur le pic. Puis quand on revenait de donner nos leçons, il fallait qu'on vide le pic. S'il y avait une journée là, qu'on passait, qu'on n'avait pas vidé le pic, écoute, là, il venait hors de lui. Là, ça faisait partie du service à la clientèle, c'était important. Tout ça. Toutes sortes d'affaires comme ça que j'ai appris. C'est des détails, mais que tu t'aperçois que tabarouette, c'est vrai, c'est de même la vie, la business, si tu veux que ça fonctionne, il faut que tu prennes soin de tes clients. Il faut que tu sois sur la coche, ces petites affaires-là. Ah, les détails, ça compte beaucoup.
Absolument. Surtout dans le milieu du golf, là, ça peut chavirer assez rapidement. C'est quoi tu allais dire tantôt, Vincent? Non, mais moi, dans le fond, on parlait tantôt, Danny parlait là, de désir de gagner. Là, toi, Danny, tu dois l'avoir connu un peu, Claude Tremblay. Là. Puis c'était, je jouais avec, là, puis quand j'étais plus jeune, puis comme je disais, je jouais 100 games par année, mais je pratiquais jamais, là, puis tu le voyais en lui, là, que tu jouais, il me battait tout le temps, 100% du temps. Là, on jouait 100 games par été, il me battait 99 fois, mais la seule fois là, qu'il s'enfargeait, puis que là, j'étais là, il n'était pas content, là, puis il n'aimait pas ça. Puis souvent de même, par exemple, que j'ai aussi me suis amélioré. Je ne pense pas que tu t'améliores bien quand tu joues avec du monde que tu bats par 10 shots. Là. C'est assez rare que tu deviens meilleur comme ça. Là. Fait que ça m'a beaucoup aidé de jouer avec. C'est comme ça que Sauvageau s'est amélioré à force de jouer avec toi. Ah, ça se peut. Ouais. Il s'est vraiment amélioré ou? Ben, ça dépend, là. Mais non, mais ouais, donc de jouer avec lui, là, ça a vraiment aidé. Puis de voir la game aussi d'une autre perspective. Là, je prendrai toujours un exemple. Là. Première fois que, mettons, je mets un coup dans le trou, mais c'est pas du. Exemple, j'étais à 125 verges. J'étais au deuxième trou au boisé, j'ai 15 ans, 16 ans, je ne me rappelle plus. Là. Je frappe ma shot, tombe sur le green, elle spin, elle tombe dans le trou. Là, je suis là, si elle est dans le trou, je capote, je vais fou. Lui, le bonhomme à côté, bien calme, lui, il a fait ça 150 fois dans sa vie. Il m'aurait fait ah, good shot, Vincent. Il pogne son cart puis il s'en va. Là, je suis là. Mais tu sais, c'est deux, très calme, très. Comme si c'était normal. Là. Il en a vu d'autres, là, c'était pas la première fois qu'il voyait ça de sa vie. Là. Écrire des trous d'un coup, est-ce que ça vous est déjà arrivé? 0. Non? Non plus. Dan? 2 fois. 2 fois. Pas avec un wedge certain. Hey, non, mais t'en veux-tu une? Regarde, il y en a un j'ai fait au manoir Richelieu, là, puis écoute, c'est vrai. Un trou d'un coup, déjà, c'est de la chance, mais celui-là, là, c'est un dénivelé, un par 3, tu frappes un fer 8, il faut que tu la laisses à gauche, la balle, elle tombe sur le verre, puis elle déboule tout le long en serpentin, puis elle s'en va finir dans le trou à droite, regarde. On s'entend, là, que ça, c'est vraiment de la grosse, grosse chance. Mais je l'ai fait un aussi à Inverness. Puis à Inverness, je ne sais pas si vous savez, c'est où, là, le lac Brome? Ah ouais. Habituellement, le vent dominant est toujours, tu l'as dans le dos, OK? Puis moi, je ne sais pas pourquoi, cette fois-là, je passe à ce trou-là, puis on l'a d'en face, mais écoute, un ouragan. On est les 4 gars de brossard. Je frappe ma balle avec un fer 3, elle tombe, elle reste prise sur le drapeau, puis là, il vente, puis le drapeau, il se met à bouger, puis la balle tombe dans le trou. Puis on est tous contents, tout ça, on s'en va au clubhouse, puis eux autres, ils prenaient un registre, tu sais, de qui a fait un trou d'un coup, quel trou, puis quel bâton. Fait que le gars, il me dit, ben, ah ouais, t'as fait un trou d'un coup? Ben oui, au 17. Ah ouais, hey, super. Quel bâton t'as pris? Un fer 3. Un fer 3. Mais ça, à plaque, là, tout le monde a des fer 9, fer 8, fer 9, wedge. Moi, j'avais un fer 3, j'étais pas mal le seul. Fait que les gens qui vont revoir la plaque, ils vont peut-être dire, ouais, c'est un jeune de 12 ans, peut-être, qui a frappé ça. Mais, ou un vieux de 70. Ou un vieux de 70, tu sais. Mais non, c'est ça. C'est quoi la différence entre un fer 3 et un fer 8? Pourquoi que ça serait les jeunes qui utilisent des fer 3? Fred, t'as toi de l'expliquer, ça. On voit que t'as pas joué au golf souvent. Non, ouais, ça, c'est pas des règles comme le Waste Bunker. Dans le fond, c'est simple. Un fer 3, ça frappe beaucoup plus loin qu'un fer 8. Okay, en général, là, pour la même distance, là, quelqu'un qui est plus jeune ou qui joue au golf plus souvent, là, va frapper. C'est surtout aussi au niveau de l'angle du bâton. Exemple, là, c'est pas compliqué. Là, si ton bâton est comme l'angle est de 53 degrés, 52 degrés, puis tu frappes ta balle elle va partir plus vers le haut, vers un genre de U comme ça, versus un angle plus fermé qui va aller frapper la balle puis qu'elle va partir, elle va faire plus une trajectoire comme ça, puis aussi à la longueur du bâton. Donc, un fer 3 est beaucoup plus long qu'un fer 8, sauf pour une personne sur Terre. Bon, on n'embarquera pas là-dedans.
Ah ouais, non, Danny, par contre, il peut frapper un wedge aussi loin qu'un fer 3. Ah ouais. Dans les airs. Il n'y a pas d'arbre. Il n'y a pas d'arbre dans les airs. Moi, Fred, j'avais entendu dire anecdote, là, justement, on parlait de trucs de golf assez cocasses, là, que tu aurais failli manquer ton vol toi, de Burlington à Myrtle Beach pour le camp. C'est quoi, NCCGA? Je sais pas c'est quoi, c'était quand le championnat. Championnat NCCGA à Myrtle, mon Burel, compte-nous donc ça le matin avant de prendre l'avion. Hey, je t'ai intéressé parce que même moi, je ne sais pas celle-là. Je sais pas. Ben, je voudrais bien à dire, là, mais il va peut-être falloir que tu coupes sur le podcast. Ben, donc, ça enlève les trucs compromettants. Là, on est-tu en live? Non, c'est pas live. C'est pas live. Non, mais j'essaie de passer une façon cocasse de la décrire. Là. Ah, pense-y, moi, je vais te compter ma version, OK? OK, continue ta version. Il faut que Dan m'appelle puis il me dit si ça s'est décidé, ça a gueule, Dan, là, genre dans la semaine d'avant. Là. Il m'appelle et il me dit tu sais, la semaine prochaine, championnat de CCGA à Myrtle Beach avec les gars, ils sont qualifiés, blablabla. Il dit je peux pas y aller. Là, je fais ça, c'est dommage, ça. Fait que je vais être obligé d'y aller. Et il me dit oui, là, fait que là, je signe un lucratif contrat. Puis je ramasse l'équipe, je m'en vais là-bas. Plus sérieusement, là, je m'en vais là-bas avec les gars. Mais on prenait l'avion à Burlington. Écoute, tu m'avais beaucoup un estique de vol par rapport. Là, genre, on part de Montréal à 8 h le soir, le jeudi, puis on prenait l'avion genre le vendredi matin à 5 h à Burlington. Puis... Mais on couche à Burlington parce que ça n'avait comme pas d'allure de partir à minuit. On couche à Burlington. Donc là, moi, je ne suis pas nerveux. Je suis plus nerveux de décevoir Danny que nerveux de partir là-bas avec les gars. Là, je voulais que ça soit droit que les gars, j'aurais dit, là, on niaise pas. Puis, la seule affaire que je vous demande demain matin, là, 4 heures dans le lobby, la shuttle de l'hôtel qui s'en va à l'aéroport. Parce qu'à Burlington, tu as plein de. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé, là, mais tu as quelques hôtels autour de l'aéroport, mais tu ne peux pas te parker à l'aéroport. Il faut que tu te parques à ton hôtel puis il y a un shuttle qui t'amène là-bas. Là, 4 heures le matin, là, moi je suis prêt, je sais que je suis nerveux, je ne veux pas trop manquer le vol. Là, 4 heures le matin, là, tout le monde est dans le lobby, à part notre ami Bubu et Phil Savageau. Là, je prends le chauffeur là, de la Toute notre chambre, on n'était pas dans le lobby. Ça veut dire à peu près la moitié du groupe, là, tu sais, mettons. Fait que là, cogne dans la porte, ça répond pas. Là. La seule affaire qui me vient en tête, c'est Danny qui me dit que j'ai laissé une fois y aller, puis ça marche. Là, finalement, écoute, ils sont sortis. Là, il a fallu que je supplie le chauffeur de navette pour pas qu'il nous laisse partir. Là. Ça n'avait pas d'allure. Là. Il était rendu une affaire comme 4h20. On était encore à l'hôtel. On n'est pas rendu encore à l'aéroport. Le vol est à 5h30. Les bagages ne sont pas enregistrés encore. Mais moi, je ne savais pas ce qu'il avait fait avec. Moi non plus. Je n'étais pas allé. Il avait fait on est allé manger au resto, puis on a puis Savageau, il a mal digéré sa poutine. Je sais pas. Le plus drôle, c'est que Philippe Savageau était tellement fatigué, il s'endort à l'aéroport, il y a un peu de retard dans le vol, même pas mal, parce qu'on a manqué notre connexion à Washington. Ouais, c'est ça. On est parti en retard, finalement. On part en retard. Donc, finalement, on aurait pu dormir 1h30 de plus. On le savait, nous autres. On regardait la météo et on s'était dit, le vol va être délai. Fait qu'on va rester couché un peu plus, histoire d'être plus en forme rendu au tournoi. Mais Savageau est tellement fatigué ce matin-là. Là, on arrive à l'aéroport, il s'endort sur la siège d'un banc d'attente. Là, après ça, finalement, on pense qu'on peut se lever. Fait que le monde fait en file. On fait toute la file. Puis Savageau, il fait la file avec nous autres, mais là, ça prend peut-être 10 minutes. Il décide de se rasseoir, mais il est le dernier en arrière. Il se réendort. Là, on arrive dans l'avion, on voyait Philippe qui rentre dans l'avion en courant. Il dit « Hey, vous m'avez laissé là! » Il a failli pas participer au tournoi, lui. Est-ce que la fatigue peut faire un homme, hein? Ouais, c'est ça. Ben, il a bien joué, il a fini 7-8e, Philippe, au tournoi.
Oui, le tournoi avait tout de même. Fait qu'il a bien récupéré. Oui, tout a bien été. Hey, mais moi, si je peux me permettre, là, tu sais, on est parti souvent en Georgie. Aux États-Unis, on a fait plusieurs tournois aussi. Puis, tu sais, moi, je n'étais pas là pour jouer à la police, là. Puis, les gars, ils ont vraiment toujours été respectueux là, là-dessus. Je me rappelle d'une fois, on est allé jouer aux États-Unis. Puis, entre les rondes, là, on était dans une petite maison qu'on avait louée, je pense, sur Airbnb. Puis, Fred, c'est un amateur, un fan fini de football collégial. Puis, il y avait les autres gars aussi. En tout cas, oui, Fred, il était là avec Mathieu Caron, me semble. Puis, on décide de s'en aller au Buffalo Wild Wing pour aller écouter des games. Et puis, moi, je leur dis, regarde, les boys, malheureusement, là, il y a une règle avec l'école. On n'a pas le droit d'alcool pendant le tournoi. Donc là, les gars, ils disent, écoute, on peut-tu prendre une bière? Tu sais, ça va te changer de quoi? Je dis, les gars, vous savez comment je suis by the book? On n'a pas le droit. Ben, écoute, ils se sont pas ostinés, puis on avait même pris une photo. Tout le monde avait de la eau 12, pas d'alcool. On écoutait le football. Puis, mais tu sais, ça, c'est un exemple de, pour vrai, j'ai jamais eu de trouble avec eux autres. Quand on part en Georgie, là, ça serait le fun. C'est des beaux voyages quand tu pars avec tes chums. Moi, je partais pas là avec mes chums. Je partais là avec des étudiants de l'école. Mm-hmm. Puis c'est jamais arrivé que ça a mal viré ou que les gars ils ont manqué de respect. Je pense que tout le monde était assez des fans de golf que on s'en allait là. Je pense qu'on a eu des belles expériences là-bas. On a joué des belles tracks de golf. On se fait, à tous les ans, on se fait la UGA Classic où les gars, on joue 2 fois un terrain. C'est un terrain monstrueux. Là. Il est vraiment tough là, à l'Université de la Georgie. Puis la meilleure ronde au total le meilleur pointage au total de 2 rondes, il gagne un chapeau de paille qu'on s'est acheté la première année. Puis à chaque année, le gagnant signe son nom. Écoute, dans le dernier foursome, parce que quand on part, mettons qu'on est 12, on joue la première ronde, puis généralement, quand on est capable de le faire, les meilleurs, on les garde à la fin. Eux autres, ils rejouent la deuxième ronde. Là, ils jouent les 4 ensemble pour savoir comment ça va dans le tournoi. Là. Mais quand les 4 jouent ensemble, là, à la fin, là, je te dis, tu peux entendre une mouche voler. Il n'y a pas personne qui parle. Les gars sont sérieux. Ça n'a aucun sens. Le gars qui va réussir à mettre la main sur le chapeau, là, c'est comme le king. Là. En tout cas, je pense que je ne me trompe pas bien. Là, vous le prenez au sérieux, ce tournoi-là. Là. Absolument. Ah, il y a eu des belles histoires. Là. Tu veux pas perdre. Non, ça, tu veux surtout pas finir dernier comme moi l'année passée quand j'ai hey, première ronde, c'est pas une joke, j'ai calé un 30 pieds au 18 pour jouer 99. Le terrain est vraiment tough. Il est tough. Ouais, il est long, puis il est tough, puis on ne joue jamais dans les meilleures conditions non plus. Là, on peut arriver là, une année, on est arrivé là, puis les greens avaient été spikés la veille, là, puis les fameux potes de 3 pieds sont fatigants avec les trous des greens. Là, donc, en le fond, là, quand on dit spiker green, là, parce que tu ne dois pas savoir c'est quoi, toi, j'imagine. mon Kevin. Faire des trous, sans doute, pour que l'eau a plus. Non, ben, c'est pour faire l'aération des verres. Là. Pour pas que le gazon soit trop. Dans le fond, c'est la densité du gazon, j'imagine, Dan, là, qui doivent essayer de diminuer un peu. Ça. Puis ils font des trous dans les verres pour aérer, mais quand tu joues, il y a un trou partout, ben, ta balle, elle se promène un peu partout. Ouais. Il n'y avait pas neigé à un moment donné en Georgie ou. Oh, ça, c'est sûr que oui, qu'il doit y neiger en Georgie. Pendant que vous jouez au golf, là. C'est arrivé dans les tournois au Québec. Neiger, moi, je pense pas que je l'ai pogné une fois. Danny, peut-être que tu es allé tout le temps, tu peux le dire. Non, ben, en tout cas, on a déjà eu des frost delays, là, des retards à cause de la gelée, là, ça, c'est sûr. Puis, tu sais, quand on va en Georgie, là, moi, je leur demande d'être dans le range à 8 heures le matin. Là. Ça, c'est arrivé, par exemple, là, que le truck avec Fred, avec Phil, ça arrivait, il était à 8 heures moins 1, là, puis
bien vite. Parce qu'il était sur le bord d'être en retard, mais non, ça c'est quand même bien passé. Quand on faisait nos exercices à l'orée des bois, là, ça c'était plus frisquet. Là. Ouais, puis Danny avait toujours, le matin, le soleil est un peu levé, mais il pointe juste dans une partie du range. Pour s'assurer qu'on voulait se réchauffer le matin, Danny nous mettait bien dans l'ombre, là où il faisait 24. À l'orée des bois. En Georgie, il peut faire 28 l'après-midi. Ça va redescendre à 0 la nuit. Puis là, le matin, il va être à 3. Fait que t'arrives, t'es quasiment en soupe de ski. Puis l'après-midi, tu peux jouer en short. OK, quand même. Une bonne Ouais, différence. vraiment une grande grosse différence de température. Puis même en journée, là, il y a une journée qui peut faire 10, puis le lendemain 24. Là, c'est vraiment, vraiment comme en deux saisons. En Georgie, on fait aussi normalement un tournoi contre une autre école là-bas qui est Division 3 aux États-Unis. Puis c'est des bons golfeurs. Là. Il y en a là-dedans. Puis il y a une année, on joue contre l'Université Oglethorpe. Parce qu'on est tous des fans de Slapshot. Puis là, Danny, il était bien excité de nous organiser une game, moi, puis. Ça, c'était dans les dernières années. Là. C'était comme la période de transition qu'on avait des recrues dans l'équipe là, qui étaient un peu moins habitués. Puis nos deux plus jeunes, on les perd avec ce qui semble être les deux plus jeunes. En tout cas, ils ont l'air d'être les deux moins bons de leur université. Là. Ils sont les deux 150 livres. Là. Ils flottent dans le t-shirt. Ils ont de la misère à se tenir debout. Là, Danny, on va les mettre avec eux autres. Ils ne doivent pas être trop forts. Les deux au premier trou, faire des drivers à peu près 340 verges. C'est ça. Au gars. Finalement, ils étaient vraiment bons, les deux gars. Là. Souviens-tu, les gars de Drive le Green sur un par 4? Quoi, tu penses? Ils étaient 200 livres à deux. Non, écoute, c'est des phénomènes. Les gars, ils attendaient le verre au trou numéro 2. Tu sais, celui qui descend et qui remonte. Là. Ouais. Tout le field a attendu le verre. Ils l'ont pas tout pogné, là, mais non, c'est quelque chose. Mais tu sais, le golf aux États-Unis, là, c'est une autre chose. Là. Quand on va jouer là en Georgie, là, à tous les jours, il y a des autobus scolaires qui arrivent, puis que c'est des jeunes d'école primaire puis de secondaire qui s'en viennent faire des games. C'est pareil comme pour un Québécois de jouer au hockey dans la rue. Là. Eux autres, le golf dans le sud, là, c'est quelque chose de super fort. Fait que quand tu arrives là dans des programmes universitaires, en plus, tu as de la division 3. Là. C'était pas le top. Là. Mais même là, tu as des golfeurs qui ça n'a aucun sens. Puis tu sais, le terrain où on joue, il n'est pas facile à poter non plus. Là, le creek, là, les verres sont très difficiles. Puis nous autres, on joue là tous les ans et on a de la misère. Eux autres sont arrivés, c'était la première fois qu'ils jouaient. Écoute, les gars, ils potaient partout, ça n'avait aucun sens. C'est vraiment... mais c'est une belle expérience. Tu joues contre un autre genre de niveau de joueur. Il y en a des bons golfeurs ici, mais je sais pas, c'est dur à expliquer comment... Mais en même temps, eux, ils peuvent jouer quasiment à l'année longue. Là. Tout dépend dans quel état tu habites. Là. Ouais. C'est surtout qu'eux autres, ça commence à être instauré plus au Québec, là, mais pratiquement tous les jeunes à l'école, ils jouent au golf. Là, comme Danny disait, fini l'école, tu t'en vas au golf, puis tu frappes des balles, tu fais des petits tournois, tu fais des ci, tu fais des ça, mais ils ont un gros programme, là, comme tu dis, surtout dans le sud, là, ils ont un gros programme de golf dans les écoles. Là. Puis c'est comme une activité parascolaire. Là. C'est pas nécessairement sérieux, mais tu n'as pas le choix de jouer des bâtons de golf. Tandis qu'au Québec, là, malheureusement, je ne vais pas t'écœurer, mais tu en as un bon exemple que toi, clairement, tu n'as pas joué au golf au secondaire, là, d'après moi. Non. Non, ça c'est mini-pot. Aussi, juste quand on va à UGA, mettons, Vincent, il a gagné de l'Omnium une couple de fois. Là. C'est quoi le meilleur score? 159, 160? 159, je pense. 160? Non, 160. Ça n'a jamais été battu, 159. Puis, c'est surtout matin, justement, il y a un Frost Delay, fait qu'on va dans le clubhouse, on voit les noms des gars qui ont joué là, Bubba Watson, Russell Henley, c'est vraiment l'University of Georgia, c'est une des universités qui a produit plus de joueurs sur le tour, là. C'est un gros programme de golf, puis on voit des scoreboards de tournois, là. Il y en a qui arrivent là, puis les leaders vont jouer 64, 65, là, comme si de rien n'était, là, puis nous autres, on est là le matin, là, puis on pleure quasiment tellement que le terrain est long, là. Voilà. La deuxième ronde, là, le quatrième 9 trous, là, disons, là, l'après-midi là, à 3h30, 4h, là, quand le soleil se couche à 5h, là, je te dirais là, que tu en as plein ton casque, puis là, c'est le côté mental qui embarque parce que
Comme Fred, là, t'as rien que le goût de t'en aller te coucher, même si c'est sur un matelas à terre. Hey, c'est clair, ça fait des grosses journées. Là. Ouais. Kevin, par rapport à ça, là, je dis que les gars, là, ils veulent gagner absolument ce tournoi-là. Là. C'est un tournoi, c'est rien, là, en fait. Là. On s'attribue un chapeau de paille. Là. Ouais, Il y a une année, la veille qu'on s'en va là, Vincent, au trou numéro 10. Il frappe de son coup, il manque, là, il tombe dans la trappe à côté du verre. Il a frappe sur le verre, là, il y a quelqu'un qui demande, il dit, tu me donnerais-tu mon putter? Il s'en va dans le kart, il pogne son putter, puis il veut le lancer à la personne, je ne me souviens pas à qui tu le lançais. Alex Durocher. Il se sépare l'épaule. Dislocation de l'épaule, juste avec un petit mouvement, mais il y avait déjà des problèmes d'épaule, mais là, écoute, plus capable de jouer, il s'en vient. Le lendemain matin, il dit non, il dit, il faut que je joue, là, c'est le UGA classique. Je dis, voyons, tu ne seras pas capable de jouer, t'as mal à l'épaule. Il dit non. Fait que là, il se tape ça à peu près, il part, restique, il essaye. Puis Dan Gosselin t'avait battu cette fois-là, t'en souviens-tu? Ouais, par une shot. Ouais. Ça avait été toute une game, là. À la fin, là, les deux étaient nez à nez, là. Puis c'est pas cette fois-là que vous êtes allés en supplémentaire. Ouais. En tout cas, fait que... L'épaule déboîtée. Ouais. Ben, on parlait de golf aux États-Unis. Une fois, il y avait un foursome qui jouait en arrière de nous. Les gars étaient tellement solides qu'on était sûr qu'ils jouaient pour l'Université de la Georgie. Ben, finalement, on leur avait parlé, c'était juste des étudiants, là, des bons golfeurs, là, mais des étudiants qui venaient jouer après leur cours. Puis, il y a un par 5, je pense, c'est le 13, avec l'eau à droite. C'est le 12, ça. Ça, c'est le 12. Ouais. Là, ils arrivent, puis c'est comme étroit, il est 580, 500, pas loin de 600 verres en arrière. Les gars frappent des bois 3 sur le tee parce que c'est vraiment étroit sortir du tee. Puis après ça, ça devient plus large. Là, les gars sont peut-être à 290 du verre. Ils attendent le verre avec des drivers des mains sur le deuxième shot. Là, on est sur le tee du par 3 après. Là, on voit des balles flyées là, qui tombent sur le verre à côté. Les gars, là, ils frappaient des drivers à 290 par-dessus l'eau, là, puis il n'y en a pas un qui l'a mis dans l'eau. Alors, c'est quoi la moyenne habituellement? Non, mais c'est parce que un bois 1, là, un driver, il n'y a pas beaucoup d'angle là-dedans. Okay? C'est le bâton le plus long dans ton sac. OK. Ce que Fred ne dit pas, c'est que quand tu joues un driver, un bois 1, sur ton deuxième coup, il faut que tu le joues au sol. En langage de golf, là, on appelle ça driver off the deck. Là. Ça, il faut que tu ailles tout un swing de golf pour être capable de taper ta balle parce que là, elle n'est pas sur un tee. Là. Ouais, il faut qu'elle lève un peu. Au sol, puis là, il faut que tu la frappes avec un bâton qui a peut-être 8-9 degrés, puis qu'elle parte dans les airs, puis quand elle va tomber sur le verre à 290, il ne faut pas qu'elle roule 30 verges non plus, il faut qu'elle ait eu assez d'auteur pour... C'est tout un coup de golf, là, ça. Quand même, c'est quasiment des pros, les gars. Je vois l'heure qui défile là, quand même. Fred, tu me disais que tantôt, tu avais une réunion, là, je pense, dans 12 minutes. On peut peut-être terminer avec dernière anecdote. Là, je pense Vincent, Danny m'avait parlé d'un coton ouaté de l'équipe d'étoiles de RSEQ. Ouais, coton ouaté. Pantalon, coton ouaté. Ah, de pantalon, coton ouaté. Du grand Vincent. Mais là, je travaillais, il fallait que j'aille me changer. Alors, c'est juste parce que l'année que j'ai été nommé équipe étoile à RSEQ, je savais pas, il fallait que je prenne la photo. Fait que toujours bien fier de l'équipe de l'ETS, dans le fond. Puis ça, c'est pas nous autres, on allait vraiment travailler. Là, on jouait à Milby. Puis c'était ça, j'étais à Sherbrooke. Je travaillais à Montréal. Puis moi, j'habite sur la rive nord de Montréal. Fait que je retournais pas chez nous. Fait que j'avais pris ma douche au terrain de golf. Là, je m'étais changé, mais pour faire la route, je m'étais mis en mou. Là, fait que j'avais comme un chandail de l'ETS, là, un T-shirt, puis les fameux sweatpants là, de l'ETS. Un T-shirt gris de facto, puis avec les pantalons en coton ouaté et bleu. Exact. Fait que là, il fallait aller prendre la photo, mais moi, je m'étais changé, là, j'avais plus rien. Là, fait que dans le fond, sur la fameuse photo officielle de l'équipe étoile, ben, t'as comme 4 gars habillés en golf, qui ont l'air des golfeurs. Puis
il y a moi le peddler là, qui est en mou là, à gauche, là, qui a l'air du gars qui fait inviter sa photo. Là. De Happy Gilmore, genre. Exactement. Hey, mais Kevin, si je peux juste me permettre, là, ça m'a fait oui. penser à une chose que, tu sais, là, dans tout le... Bon, moi, je suis responsable des sports là, à l'ETS, puis quand ça a commencé tout ça, là, avec l'équipe de golf, je m'étais toujours dit, tu sais, s'il y a une équipe qui va faire percer ou connaître le sport à l'ETS, ça va être le golf. Parce que le golf, je voyais le potentiel qu'éventuellement on s'en aille aux Canadiens. Mm-hmm. Si on allait aux Canadiens, bien là, c'est quelque chose de gros. Là. L'école paye les dépenses, puis on s'en va. On a eu des super belles expériences à Nanaimo, sur l'île de Vancouver. L'avant-dernier, c'était à Guelph, encore un super terrain. Puis le premier, c'était à Winnipeg. Encore là, un terrain incroyable. Mais pour aller au Canadien, il faut que tu te qualifies l'année d'avant. Okay. Moi, je me rappelle le plus beau moment, là, très humblement, de tout le temps que j'ai été à l'ETS. Je vais m'en rappeler toute ma vie. À Milby, on est en fin de ronde. Tous les gars sont rentrés, mais le spot numéro 1, c'est Vincent. Et Vincent, c'est lui qui reste sur le terrain. Fait que moi, je vois rentrer les gars là, avec mon kart, là, je m'en vais, puis comment ça a été, ici, ça. Puis je le sais qu'avec les 4 scores qui sont rentrés, on est qualifié, puis qu'on finit 2e au Québec, on s'en va au championnat canadien. Fait que je pars à pied, puis je m'en vais rejoindre Vincent. Lui, il est au 18. Je dis, puis comment ça va? Il dit, écoute, ça va pas super bien, là. Je joue pas ma meilleure ronde. Ben, j'ai dit, garde, casse-toi pas la tête, là. On s'en va au championnat canadien. Puis on a marché le 18, pour qu'il finisse sa ronde. Puis on le savait qu'on y allait. Là. Moi, pour vrai, je vais toujours m'en rappeler. Là, ça a été la première fois qu'on s'est qualifié. Là, ça a été quelque chose de magique. Après ça, ben, on a été capable de le répéter là, encore là, deux fois. Puis tu sais, cette année-là, c'est la première année qu'on était allé. Puis je ne sais pas si tu t'en rappelles. Le tournoi d'avant, là, ça avait comme vraiment pas bien été là, au Blainvilliers. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Première ronde, là, même Coron, il n'avait même pas fini sa ronde, il n'y avait plus de balles dans son sac. Puis, écoute, je te dirais que, affirmatif, là, mon meilleur moment universitaire, là, c'est quand on a marché le 18. Là, c'était vraiment là, un objectif qu'on avait, qu'on voulait faire. On voulait vraiment là, y aller au championnat canadien. Mm-hmm. Mais, par exemple, là, je pense une des shots que j'avais été le plus fier de faire partie de l'équipe, là, puis qu'on avait en équipe, là, c'est vraiment, écoute, la 2e ronde au Blainvilliers. Là, je ne sais pas si tu t'en rappelles, Dan, là, il faisait fret. C'était terrible ces 2 journées-là. La première ronde, je pense qu'on finit comme 6e sur 10 équipes. Puis direct là, on est comme, on n'arrivera jamais. Puis le lendemain, là, il y avait Caron qui avait lâché, il n'avait même pas fini. Fait qu'on avait un score par rapport, genre un 95 qui avait compté à cause que Mathieu n'avait pas fini sa ronde. Puis le lendemain, on avait gagné la ronde. Je pense que notre pire score, ça avait été comme 76. On avait comme 72, 74, 74 puis 76. On avait fini premier, là, mais de loin, là, devant l'Université Laval. Là. Je pense que c'est vraiment à ce moment-là qu'on avait dit, OK, là, on arrête de niaiser, là, on se concentre, puis vraiment un beau moment. Puis comme Danny dit, là, le tournoi d'après, on avait quand même eu une bonne performance à Milby, puis on avait qualifié les Canadiens. C'est vraiment une belle expérience. Ah, c'est un bel accomplissement, c'est clair. Ouais, exact. Ça se produit dans quelle ville, le Tour de championnat? Le championnat canadien, c'était à Winnipeg. C'est la première année. Puis ça, Danny avait dit, là, Winnipeg, la première année quand on y avait été en 2014. T'es allé 3 fois, toi, Mouchi? 2 fois. À Vancouver, je n'étais pas là. C'est l'année que j'avais arrêté en 2015. Puis 2016, on ne s'était pas qualifié. On a fini malheureusement 5e. C'est-à-dire quand vous gagnez des tournois, des championnats comme ça, c'est des bourses en argent ou c'est juste des trophées genre pour de remerciements? Non. Puis, tu sais, le championnat canadien, on n'a jamais même fait la cote en équipe. C'est fort, là. C'est super fort, ce niveau-là. Mais de te qualifier pour te rendre là, déjà, c'est tout un accomplissement. Puis, tu sais, l'expérience d'étudiant athlète, là, en tout cas, Vincent n'était pas là à Nanaimo, Fred non plus, mais dans ceux que vous avez fait, là, tu sais, même quand on va à Winnipeg, à l'Université du Manitoba, tu arrives là,
le déjeuner, le dîner est toujours payé. On a des hôtels. Toutes tes dépenses sont payées. Tu pars, tu t'en vas jouer au golf comme à un niveau plus élevé. Ouais. C'est une expérience écœurante pour les étudiants. Là. Une belle expérience aussi. C'est pas le même niveau de golf, là, mais c'était justement le championnat NCCGA à Myrtle Beach. Oui, ça aussi. Ça, ouais. moi, je l'ai fait avec la NCCGA, c'est moins fort que la RSEQ. Mais quand même, on a réussi à se qualifier pour le championnat national qui était à Myrtle Beach. Puis moi, c'était ma dernière année avec Philippe Sauvageau, Phil Bachand et Xavier. Moi, j'ai fait tout mon bac avec eux autres. C'était mes meilleurs chums à l'ETS. Puis on part là, notre dernier tournoi au mois de novembre, on s'en va à Myrtle Beach jouer une des plus belles tracks aux États-Unis. Là, on passe 4 jours là, les rondes de pratique. On est accueillis là-bas. Là, ça, tout est payé par le tournoi. Là, l'hôtel, puis on pense, on arrive là, on voit l'hôtel, on dit ça va être sûrement beau, mais pas tant que ça. Peut-être, on arrive là, c'est une chambre d'hôtel là, avec 4 chambres, la grosse cuisine, là, vue sur l'eau. Là. Ça valait, on s'informe au lobby, ça valait 1000$ la nuit. Là. Ça faisait, quand même. Ça faisait différent du Days Inn de Trois-Rivières. ça paraissait que c'était pas Danny qui avait choisi les Airbnb, hein, Burel? Oui, non, là-bas, écoute, c'était écœurant comme tournoi. Là, puis c'était la pas qualité le des terrains de golf, là, c'était... Regarde, il dit, NCCGA aussi, ça avait vraiment été une belle expérience là-bas. Là. Non, en terminant, là, petit tour de table, savoir c'est lequel votre terrain préféré. Écoute, moi, mon terrain préféré, c'est le Country Club. Puis je vous dis pas ça pour... Moi, c'est lui, j'ai eu le plus. Non, écoute, ça tombe que c'est le terrain des Piranhas. Tu sais, je vais être honnête, j'ai pas fait le tour du monde, moi, pour jouer au golf, là. Mm-hmm. Le Country Club à Saint-Lambert, pourquoi je l'aime, c'est que tu n'as pas besoin de frapper long. Il faut que tu sois précis. Les verres sont toujours super rapides, super belles conditions. Il est accessible. Moi, c'est celui que je préfère. Puis, j'ai un faible aussi pour le UGA, là, celui qu'on joue à tous les ans. Il est pas jouable là, tellement qu'il est difficile, mais de le faire une fois par année, là, j'ai toujours hâte d'y aller. Puis, j'ai moins hâte quand j'ai fini parce que j'ai mangé une volée, mais regarde, c'est pas mal ça. Moi, c'est le Country Club. Good. Moi, c'est... le plus beau que j'ai joué à vie, c'était pas avec l'école, c'était Wolf Creek au Nevada, pas loin de Vegas. Là. Ça, c'est écœurant. Les fonds, c'est vraiment dans le désert. Tu as des tee-offs, tu vois des fairways, puis tout autour, là, c'est beige. Là. Fait que tu es capable de spotter tous les trous. Tu as des trous en hauteur, ça descend, ça monte. Le layout, il est écœurant. Tu as des chutes de l'eau. C'est tout artificiel. Là. C'est fait dans le désert. Fait que de voir qu'ils ont réussi à faire ça, c'est écœurant. Sinon, avec l'école, le Fazio qu'on a joué à Myrtle Beach, notre dernier tournoi, là, il était vraiment en shape, le terrain. Puis, évidemment, UGA, ça, c'est classique. Là. Quand on va là-bas, là, c'est toujours spécial. Là, parce qu'en plus, c'est un peu prestigieux. Tu rentres au clubhouse, tu vois tous les gros noms qui sont aujourd'hui sur le PGA Tour, des gars qui ont gagné des majeurs et qui sont passés par cette université-là. Là. C'est le fun à voir. Ça va. Est-ce que vous savez, c'est où le terrain qui est derrière moi ici? Là? Ben oui, c'est TPC Sawgrass. Ouais, c'est ça. C'est dans quelle ville ou quelle... À Jacksonville. Jacksonville, en Floride. Okay. C'était Francis Lavalière qui m'avait dit tu mettras ça en background, ça va être cool. Je connaissais pas. Tu vas avoir l'air d'un gars qui connaît ça? Ben lui, il connaissait plus que moi, en tout cas. Si tu coupes le bout, tu nous demandes c'est où, tu vas avoir l'air de connaître ça. Trop tard. Finissant, Vincent, toi, ton terrain soit de rêve ou ton terrain préféré? Là? Ben, disons que j'ai été à Pebble Beach. Je n'ai pas joué, malheureusement. Je suis allé au tournoi, là, les TNT Pro-Am. Mm-hmm. Ça, je te dirais, dans le fond, il y a Pebble Beach, mais il y a 17 Mile Drive qui appelle. Là, il y a plusieurs terrains. Là, il y a Pebble Beach, entre autres. Mais Pebble Beach, super beau. Cypress aussi est à côté, mais malheureusement, les deux, je ne les ai pas joués. Danny et Fred en ont donné des bombes que j'ai tous joués. Là. Mais le plus beau que j'ai joué, là, c'est vraiment le club de golf Manfred Magog. Ça, c'est le terrain privé de M. Desmarais. Là. M. Desmarais, là, la compagnie. C'est quoi, Fred, vas-y, c'est quoi déjà? C'est Power Corp.
Power Corp, Corporation. ouais. Fait que lui, mettons, vu qu'il fait plus que nous 4 ensemble en salaire annuel, il s'est bâti un terrain de golf, puis c'est pas un petit terrain boboche, là, c'est vraiment un terrain. Ça doit être un club privé, sans doute. Là. Puis dans le fond, là, il n'y a pas vraiment moyen de jouer là. Le seul, puis monsieur Jean Monti, là, l'ancien monsieur qui travaillait pour Bell, il organise Messieurs, moi, il faut vraiment que je vous laisse. J'ai mon meeting qui commence. Salut! Ça a été merci, un plaisir. Fred. Puis, Merci Fred merci d'avoir beaucoup. été là. On va boucler la boucle sans toi, mais c'est très apprécié. Fait qu'on se donne des nouvelles bientôt. Bonne journée. parfait, bonne fin de Bon podcast. meeting. Ciao, Yes. Fred. Salut. Salut, Fred. Fait que juste pour terminer rapidement, là, dans le fond, là, M. Monti, là, toutes les années, il invite les 15 meilleurs amateurs au Québec là, sur l'ordre de mérite là, à aller jouer là. Puis en 2014, j'avais réussi. L'année que je suis allé jouer au championnat canadien amateur, j'avais fini, je pense, je ne me rappelle pas exactement, là, 12, 13e, 14e sur l'ordre de mérite amateur. Fait que en 2015, j'avais donc été invité à aller là-bas, là, puis c'était vraiment une expérience là, c'est vraiment incroyable. Là. C'est un club ultra privé. Là. Tu peux pas. C'est même pas de l'argent qui peut t'amener à être membre là. Là. C'est M. Desmarais et ses amis, mais c'est pas juste le fait de dire que c'est ultra privé. Là. Tu sais, le terrain de golf, il est incroyable. C'est vraiment une super belle expérience. C'est vraiment c'est vraiment le plus beau terrain que j'ai joué. Là. Ça, c'est sûr. Non, ça doit aller. Donc, Prends les contacts, dans le fond, qui peuvent te permettre d'aller là. Tu peux pas dire. Je ne peux même pas te dire comment tu fais pour pouvoir jouer là. Là. C'est pas à cause que tu as X montant d'argent que tu peux juste dire je veux rentrer membre là. Là. C'est à lui, puis pas mal lui et ses amis qui peuvent jouer là. Good. Bon, ben parfait. Je pense que ça a fait le tour. C'est vraiment le fun comme premier podcast. J'aimerais remercier. Oui, vas-y. Kevin, moi, si je peux me permettre, là, je voulais vous remercier. Toi, il y a Francis Lavallière qui est en arrière-plan dans tout ça. Là. Ouais. Une super bonne idée. Puis je vous remercie de nous avoir fait confiance pour la première édition. Ben, on ça fait peut plaisir. parler de golf un peu. Merci à vous d'avoir accepté la proposition. Il y en a des fois que ça gêne là, de participer à des trucs comme ça, là, mais ça a super bien été. Là. Yes, c'est bien le fun. Ouais. Ben ça, j'aimerais remercier aussi surtout les gens à la maison, dans le fond, qui écoutent le podcast. On va les mettre en ligne sur Facebook, sans doute sur YouTube aussi. Fait que si vous avez des commentaires à nous laisser, positifs et constructifs, ça serait vraiment plaisant. Comme ça, on va pouvoir s'ajuster pour les prochaines fois. Fait que ça devrait être en ligne bientôt. Puis sinon, ben, je vous demande de suivre juste les réseaux sociaux du Centre sportif de l'ETS pour avoir plus de détails pour les prochains qui vont s'en venir. Puis sinon, ben, merci encore une fois d'avoir été là. Fait que, on remercie Danny Decourval, Vincent Mouchi, puis il y avait Frédéric Burel qui est avec nous aujourd'hui. Coach d'équipe des Piranhas, puis 2 joueurs athlètes des Piranhas Golf de l'ETS. Fait que les gars, sur ça, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Salut, bye! Merci. À la prochaine. Salut.